On est dans une situation particulièrement grave pour la France et pour le monde. Voilà, c'est dit. Pendant des années, le pouvoir passait par quelques oligarques qui rachetaient les médias et filtraient ce que vous aviez le droit de savoir. Puis est arrivée la société algorithmique. D'un coup, des citoyens comme vous et moi ont pu parler sans demander la permission à personne. Aujourd'hui, cette parenthèse se referme violemment. L'État, l'Élysée et une partie de la justice ont déclenché une véritable guerre pour reprendre le contrôle de Facebook, X, Instagram, Snapchat et Telegram. Tout ce qui vous permet encore d'ouvrir la bouche sans badge de BFM TV. Au cœur de cette bataille, la France, avec une multiplication d'arrestations, une section spéciale du parquet et des affaires qui touchent directement Pavel Durov, Elon Musk et les coulisses de l'Élysée. On va décortiquer comment censure, pression judiciaire, groupe Telegram et intervention politique redessinent en douce les limites de la démocratie numérique. Installez-vous, vérifiez que votre compte n'est pas encore suspendu et on commence. Je pense qu'on est dans une situation qui est particulièrement grave pour la France et pour le monde. On est dans un moment où on vit une transition entre des systèmes de contrôle classiques des puissances étatiques et du pouvoir qui passaient par des oligarques qui rachetaient des médias, qui eux-mêmes permettaient de filtrer les informations qui accéderaient aux citoyens. Et on est passé dans ce qu'on appelle la société algorithmique, dans laquelle il y a eu en fait un réajustement qui faisait que des citoyens comme vous ou moi, pouvaient prendre la parole de façon indépendante sans avoir besoin d'un appui oligarchique pour dénoncer des faits, pour exprimer leur opinion, pour essayer d'informer leurs proches ou ceux qui ne connaissaient pas, pour essayer de changer le monde. Or, aujourd'hui, on a une reprise en main très sévère et une véritable guerre qui a été enclenchée entre différentes instances pour essayer de prendre le contrôle sur ces nouveaux vecteurs que sont les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, maintenant X, euh, Instagram, Snapchat et ainsi de suite. Et on est en France au cœur et à l'épicentre de cette guerre avec des arrestations qui se multiplient. On l'a vu avec l'affaire Brigitte Macron, des effets de censure avec des interventions sur les contenus, par exemple le responsable de Snapchat qui avait admis devant une commission parlementaire que Snapchat était intervenu à la demande de l'Élysée pour essayer de freiner les émeutes qui s'étaient développées à la suite de l'affaire Naël, ou évidemment aujourd'hui des menaces plus directes envers les employés des entreprises californiennes comme X, avec une enquête qui a été ouverte l'année dernière, formellement par le parquet de Paris. Alors je vais essayer de vous donner des détails sans être trop technique, parce que c'est assez intéressant de rentrer dans les profondeurs de la façon dont se fabriquent ces procédures. C'est la même section du parquet de Paris qui s'est occupée de Pavel Durov, du Mhm. fondateur de Telegram, et qui avait amené à l'arrestation de cet homme à la sortie de son jet privé, ce qui avait amené Pavel Durov, pardon, à lui-même essayer de solliciter Xavier Niel pour solliciter l'Élysée, pour essayer de s'en sortir le plus vite possible. Et donc on a à la tête de cette nouvelle section du parquet de Paris, qui s'appelle J3, une femme, une jeune femme probablement brillante, qui a une visibilité médiatique extraordinaire, des couvertures très laudatrices dans Libération, des portraits, dans d'autres médias, qui s'appelle Johanna Bros. Ce qu'on sait du parquet de Paris, c'est que sous Macron, c'est devenu quelque part une succursale de l'Élysée. On l'a Mhm. vu sur toute une série d'affaires, que ce soit sur la question palestinienne, que ce soit sur les procédures qui m'ont visé ou d'autres, que ce soit au contraire celles qui ont été enterrées, comme l'affaire Hubert, qui menaçait les intérêts d'Emmanuel Macron. Bientôt, évidemment, on va le voir dans bien d'autres procédures dont on parlera, l'affaire Habitant et d'autres. On a vu que le parquet de Paris acceptait de suivre les instructions qui lui étaient données par l'Élysée, faisait remonter des informations, y compris à la conseillère justice du président de la République, pour leur permettre d'intervenir en direct sur celle-ci. Donc il faut mettre de côté les discours complètement lénifiants et faux sur l'indépendance de la justice en France. Le parquet de Paris, comme vous le disiez, n'est pas indépendant selon la Convention européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence de la Cour, et il est soumis hiérarchiquement au ministre de la Justice, qui lui-même, comme vous le savez, est soumis au Premier ministre, qui est nommé par le président de la République. Donc on est dans une situation où on a des remontées d'informations qui permettent officiellement, en temps réel, aux politiciens qui nous dirigent, en dehors de toute légitimité, comme on le sait depuis la dissolution de 2024, d'être informés en temps réel des procédures. Ça, c'est l'officiel. Il y a aussi l'officieux.
depuis quelques années, théoriquement, les instructions individuelles sont interdites. Théoriquement, on n'a pas le droit, quand on est un ministre, quand on est un président de la République, quand on est un de leurs conseillers, de dire sur telle ou telle affaire, vous allez aller dans telle ou telle direction, vous allez placer en garde à vue, perquisitionner, vous allez poursuivre ou vous allez classer sans suite. En réalité, Emmanuel Macron a donné des instructions individuelles et fait donner des instructions individuelles dans un nombre conséquent de procédures. On le sait pour plusieurs motifs. On le sait parce que lors des perquisitions de la Cour de justice de la République contre Éric Dupond-Moretti, pardon, je m'étouffe, c'est peut-être la dimension du scandale. Merci à Euh, vous, en tout cas, de votre continuité dans cette actu, je vous en prie. Donc, par exemple, lors des perquisitions de la CJ, qui sont intervenues par la Cour de la justice de la République contre Éric Dupond-Moretti pour sa prise illégale d'intérêt, on avait découvert qu'il y avait des groupes Telegram, ce qui a été confirmé par d'autres journalistes et ce que j'ai pu confirmer par des sources indépendantes, dans lesquels se mêlaient magistrats, conseillers ministériels et évidemment responsables politiques pour avoir ces remontées en direct en dehors du circuit officiel. Officiellement, pour que tout soit contrôlé et archivé, vous avez ce qu'on appelle des dossiers d'action publique qui sont créés au ministère de la Justice, qui permettent pour chaque dossier qui fait l'objet de remontées, eh bien, de savoir à qui ces remontées sont arrivées, pour évidemment s'assurer d'une forme de traçabilité et qu'il n'y a pas de dérive ou d'excès. Aujourd'hui, en réalité, tout fonctionne notamment via Telegram, via ces groupes Telegram, dont je rappelle qu'ils ne sont pas chiffrés, et ce Oui. qui est, à mon avis, non sans rapport avec ce qui est arrivé à Pavel Durov, dont il est établi qu'il a acquis à ces communications qui, pendant des années, ont permis à la Macronie de donner des instructions illégales. Là, je parle de magistrats, mais aussi à des policiers, des gendarmes pendant les crises sociales, comme les Gilets jaunes et autres. Et donc, ces procédures-là, elles permettent, ces méthodes-là permettent d'orienter les procédures sans laisser de traces officielles, sans qu'il y ait dans les archives, ce qui fait que demain, nous ne saurons pas, à moins qu'on ait des gens qui finissent par se mettre à table et qui révèlent le contenu de ces groupes, ou à moins que Pavel Durov, comme j'y avais invité, ce à quoi il a très intelligemment répondu publiquement en donnant à croire qu'en réalité il pourrait le faire mais qu'il ne le ferait jamais, en fait en livrant au public, en leakant, en fuitant ces données. Parce que si on ne le fait pas, en tout cas les archives de l'État sont vides, c'est-à-dire même dans 50 ans, on n'arrivera pas à savoir ce qui est arrivé. Je vais vous donner un exemple parmi d'autres. En ce qui concerne mon compromat, qui, comme vous le savez, a été médiatisé par la conseillère justice Hélène Davot à l'époque de l'Élysée, dont la nomination ensuite, la promotion pour service rendu avait fait l'objet de dénonciations unanimes de la part des syndicats de la magistrature. Ce compromat-là, évidemment, a fait pchit sur le fond, parce que c'était absurde d'essayer de m'accuser d'être violent sexuellement ou autre, c'était probablement une vengeance concernant l'affaire Rivaux, qu'importe. Mais le parquet de Paris a tout fait pour que ça dure le plus longtemps possible. De Alors, sorte que Off Investigation, qui est un média quand même parfaitement légitime et très sérieux, qui a été créé par, que je vous recommande avec Aurore de suivre, Off Investigation, c'est un média qui a été créé par Jean-Baptiste Rivoire, qui est l'un des journalistes qui a été exclu de Canal+, lorsque Bolloré a repris le contrôle de cette chaîne. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces journalistes indépendants qu'un oligarque ne voulait pas avoir dans ses rédactions. Donc il a été sorti et ils ont créé, avec d'autres journalistes qui étaient dans la même situation, un média qui s'appelle Off Investigation, qui a révélé que, par exemple, en ce qui me concernait, le parquet de Paris n'avait pu faire autrement que d'admettre mon innocence. Et donc évidemment, conclure ça au avait été non-lieu. retardé. On rappelle vraiment ce point essentiel, c'est complètement factuel qu'il y a eu une interférence dans le rendu de cette ordonnance de non-lieu, qui pourtant devait être prononcée il y a au moins 6 mois, c'est absolument Il scandaleux. y a beaucoup plus. Et, C'est-à-dire qu'en fait, cet article est sorti en mars 2025, mais selon cet article, le procureur qui s'occupait de l'affaire a rendu son réquisitoire au fin de non-lieu en mars 2024. Mars 2024. Sauf que le parquet de Paris retient volontairement cette procédure, retient volontairement l'édiction de ce non-lieu pour continuer à pouvoir me nuire, à donner à croire qu'il y aurait peut-être une suspicion de quelque chose. On ne va pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais pour revenir donc et le grand public est enfin, parfaitement conscient de... sauf si vous le souhaitez, mais c'est Non, important. C'est important comme que... je voulais faire un point quand même de qu'on- vulgarisation. Le grand public est parfaitement conscient du fait qu'il s'agit d'une persécution politique. En effet, notamment suite à l'affaire Griveaux, bien sûr. Mais en effet, ça montre à quel point la justice est dépendante en France, est aux ordres. C'est assez terrifiant. Et donc si on revient à cette section J3 et à cette Johanna Bruce qui a donc fait arrêter, placer en garde à vue Pavel Durov et qui aujourd'hui fait perquisitionner Elon Musk. On a plusieurs réflexions à avoir. On remarque d'abord la synchronicité entre ces démarches judiciaires
et Emmanuel Macron qui décide d'enfourcher ce cheval blanc de la lutte contre les excès des réseaux sociaux, qu'il ne cesse de porter de réunion en réunion sur les états généraux de la presse et d'autres, dans laquelle il a commencé à appeler en fait à un plus grand contrôle et une plus grande censure sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un premier point qui est lié notamment, évidemment, non pas à des questions d'intérêt général. On se souvient très bien comment Ismaël Emelien, son conseiller spécial, avait fait fuiter et organiser des armées de trolls pendant l'affaire Benalla pour essayer de l'enterrer en faisant fuiter notamment une vidéo qui concernait l'affaire en violation du secret de l'instruction et de l'enquête. C'est-à-dire que la Macronie est spécialiste dans l'instrumentalisation des réseaux sociaux, organisation de ferme à trolls, au point même où aujourd'hui l'État assume d'en utiliser dans ces guerres informationnelles à l'étranger. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comme je le disais, mobilisation des moyens de l'État et de l'Élysée pour nuire à des opposants ou protéger des acteurs clés de la Macronie comme M. Benalla. Et enfin, évidemment, ce n'est pas ces procédures judiciaires qui visent à établir un rapport de force avec des oligarques comme Elon Musk ou Pavel Durov, qui pourtant ont été protégés par Emmanuel Macron. Rappelons que tant M. Durov que le patron de Snapchat ont reçu la nationalité française à travers des procédures exceptionnelles et en dehors de tout critère. Et Elon Musk a été sollicité de façon répétée par Emmanuel Macron. Ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises pour le convaincre de s'impliquer en France et en réalité essayer de l'amener à devenir un soutien qui permettrait de le protéger.